Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial. Quand je choisis les histoires de faits divers que je vous raconte dans mes podcasts depuis bientôt 1 an, je m'intéresse à des affaires marquantes ou complexes qui méritent de s'y attarder pour en comprendre tous les ressorts, tous les mécanismes. Mais il y a plein d'autres histoires que je choisis de ne pas vous raconter parce qu'elles relèvent plus de l'anecdote et qu'il n'y a pas assez de matière pour en faire un épisode entier. Cela dit, certains de ces faits divers sont croustillants. Et pour l'épisode de cette semaine, j'ai choisi de vous raconter 4 récits qui m'ont paru suffisamment incongrus, drôles ou rocambolesques pour mériter d'être racontés. Voici donc cette semaine 4 histoires courtes. Les événements de notre première histoire se déroulent le dimanche 10 septembre 2023 dans le petit village de São Lourenço do Bairro, dans la province de Coimbra, au Portugal. Les vendanges battent leur plein dans cette communauté rurale, mais de nombreux producteurs sont inquiets. Car, en dépit de la consommation annuelle de vin par habitant la plus élevée au monde au Portugal, les vignerons ont beaucoup de mal à écouler leur production. D'autres pays connaissent le même problème, à commencer par la France, mais la baisse drastique de la consommation dans le pays à l'été 2023, avec 34% de volume vendus en moins, met les producteurs sous une forte pression. Pour répondre à cette crise, le gouvernement portugais finance un programme de distillation qui offre des primes aux vignerons qui envoient leur vin à la distillerie pour en faire de l'alcool, et ainsi retirer du marché de grosses quantités dans l'espoir de faciliter la vente du nouveau millésime à venir. Et justement, il y a, à São Lourenço, la distillerie Leviria, qui, en ce dimanche de septembre, a ses cuves pleines de vin destinées à être transformées en alcool. Mais un peu avant 11h du matin, la paroi d'une des cuves cède sous la pression du liquide et 2 200 000 litres de vin, soit à peu près l'équivalent d'une piscine olympique de vin rouge, se déversent dans la cour de la distillerie. Les accidents de ce type sont assez rares, mais ce n'est malheureusement pas la première fois que cela arrive ces dernières années. Le 22 janvier 2020 en Californie, 180 000 litres de vin provenant d'une cuve défectueuse à la Rodney Strong Winery s'étaient déversés dans la Russian River. Et l'année précédente, un accident similaire avait causé la fuite de 50 000 litres de vin dans un domaine espagnol de la province d'Albacete. Malheureusement pour les 2200 habitants de São Lourenço do Bairro, la distillerie Leviria est située sur les hauteurs du village. Et à peine le vin a-t-il commencé à inonder la cour de l'entreprise que l'énorme masse de liquide rougeâtre se met à couler vers la rue et qu'un véritable torrent de vin rouge se met à dévaler les ruelles du village, inondant quelques caves, mais ne faisant heureusement aucun blessé. Les autorités locales, soucieuses d'éviter une pollution majeure dans la rivière, réussiront à dévier le gros du flux vers un champ où il sera finalement pompé. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, vous trouverez facilement les vidéos de cette inondation de vin rouge sur les réseaux sociaux. L'entreprise reconnaîtra immédiatement sa responsabilité dans l'accident et offrira de payer pour tous les dommages causés par cet accident industriel. 3 ans plus tôt, les habitants d'un autre village, italien celui-ci, avaient eux aussi été affectés par une fuite dans un domaine viticole. Mais cette fois-là, avec des conséquences surprenantes. Mercredi 9 mars 2020. Depuis plusieurs semaines, l'inquiétude monte en Italie et dans le reste de l'Europe, à cause d'une nouvelle infection respiratoire en provenance de Chine, le coronavirus. Les habitants de Castelvetro, en Émilie-Romagne, ne sont pas encore concernés par le premier confinement qui vient d'être annoncé par le gouvernement italien, mais l'humeur est soucieuse dans le petit village de campagne. Les médias tournent en boucle
sur ce qu'on présente comme une nouvelle épidémie et les habitants s'attendent à être eux aussi confinés d'un jour à l'autre. D'ailleurs, toutes les écoles ont déjà été fermées. Il est aux alentours de 10 heures du matin quand une mère de famille va dans sa salle de bain pour faire couler un bain à sa fille. Et quelle n'est pas sa surprise de voir couler du robinet de sa baignoire un liquide rouge et mousseux. Surprise et un peu alarmée, elle ouvre le robinet du lavabo, pareil, et celui de la cuisine, la même chose. Elle sort de chez elle, va sonner chez les voisins et leur demande s'ils ont constaté le même phénomène. Et pareil, un liquide rouge, rosâtre et mousseux coule de tous les robinets. Et ce liquide, à la stupéfaction des habitants de Castelvetro, c'est du vin, du Lambrusco. À Castelvetro, on est entre Bologne et Modène, en pleine région du Lambrusco. Le Lambrusco, c'est ce vin rouge pétillant italien, et le village a même donné son nom à un des cépages de l'appellation, le Grasparossa. Le domaine historique de Castelvetro, c'est la Cantina Setecani, une grande bâtisse de 3 étages en briques rouges située à l'extérieur du village et qui abrite une coopérative qui regroupe environ 200 producteurs. Or ce matin, l'équipe de production est en train de mettre en bouteille une de ces cuvées. Et l'immense cuve pressurisée gardant le vin sous pression est connectée à la ligne d'embouteillage, elle-même reliée au réseau de distribution d'eau de la ville pour pouvoir nettoyer les bouteilles. C'est une valve qui isole la coopérative du réseau et, alors que la mise en bouteille a commencé, la pression à l'intérieur de la cuve est telle qu'elle force la valve et propulse du vin dans le réseau d'approvisionnement de la ville. Et pendant 3 heures, une vingtaine de maisons alentour voient couler du Lambrusco à leur robinet. Comme il s'agit d'une fuite, mais qu'il n'y a pas d'incident type explosion, rupture de la valve ou d'un des tuyaux à la coopérative, il faut un peu de temps aux équipes pour s'en rendre compte. Et au moment où ils finissent par réaliser ce qu'il se passe et par arrêter le flux avec l'aide des agents du réseau, des vidéos ont déjà commencé à trender sur les réseaux sociaux italiens, vite reprises à travers le monde. Sur ces vidéos, que vous pourrez facilement trouver, on peut voir une baignoire remplie de Lambrusco, ou des résidents qui profitent de l'occasion pour remplir des bouteilles de vin avant que cette manne presque biblique ne se tarisse. En tout, la Cantina Setecani estimera avoir perdu l'équivalent d'environ 1500 bouteilles de vin. Et au final, à part l'inquiétude sanitaire vite dissipée de certains résidents et un peu de linge rosé dans les machines à laver, la coopérative, la municipalité et les habitants de Castelvetro ont su voir le côté humoristique de l'incident, surtout pour les résidents qui ont pu se constituer une petite réserve de Lambrusco gratuite. Dans son communiqué de presse sur l'incident, Setecani demandait même à ses clients, en guise de conclusion, « Et vous, votre Lambrusco, vous le préférez comment? En bouteille ou au robinet ?» Ce à quoi un internaute malicieux a répondu « La prochaine fois, merci d'ouvrir la valve autour de 19h30 pour l'happy hour. » Cette histoire-ci risque de donner des cauchemars à tous les professionnels de la restauration qui nous écoutent. Elle se passe au restaurant Hawksmoor, en plein cœur de Manchester, dans la soirée du mercredi 15 mai 2019. Hawksmoor, c'est une chaîne de restaurants anglaise spécialisée dans la rôtisserie, le grill, les belles pièces de viande, et on y vient pour savourer un châteaubriand, une côte de bœuf ou un T-bone, dans le cadre élégant d'un ancien tribunal de l'époque victorienne. Boiserie au mur, parquet vernissé et fauteuil en tissu. Évidemment, vu le menu, la carte des vins fait la part belle aux rouges tanniques et charpentés. Et pour les clients les plus fortunés ou les plus exigeants, le restaurant propose une très belle sélection de grands vins de Bordeaux. Ce soir-là, l'établissement est plein, et des clients attablés au bar ont choisi d'accompagner leur dîner d'un grand Pauillac à pleine maturité. Un château Pichon-Longueville, comtesse de Lalande, millésime 2001,
listé à 260 livres sur la carte. Avec Pichon-Lalande, on est vraiment dans l'élite des vins du Médoc. Ce deuxième cru classé en 1855 est le voisin immédiat de Château-Latour. Et son grand vin offre un superbe bouquet de cassis, de réglisse et de cèdre, avec une solide structure, mais des tanins toujours très fins et veloutés. Bref, une très belle bouteille. Comme pour de nombreux grands Bordeaux, la serveuse décante le vin et présente aux clients, après leur avoir fait goûter, la carafe de Pauillac. Comme pour de nombreux grands Bordeaux, la serveuse décante la bouteille et présente aux clients, après leur avoir fait goûter le vin, la carafe de Pauillac. Le dîner se passe admirablement. Et non seulement la pièce de viande est tendre et savoureuse à souhait, mais le vin est une pure merveille, avec un bouquet captivant. Et après 18 ans de cave, des arômes tertiaires de prunes macérées et de truffes noires qui forment un accord parfait avec le menu. Et la finale est d'une longueur interminable. Époustouflés par la bouteille, les clients demandent si le restaurant en a encore une autre en cave pour poursuivre la soirée. Mais comme ce n'est pas le cas, ils terminent leur repas, règlent la note et quittent l'établissement. Or ce soir-là, comme la soirée s'annonçait chargée, la manager d'un autre établissement de la chaîne est venue pour donner un coup de main à l'équipe de service habituelle. Et au moment où la serveuse prenait la commande des clients, elle lui a proposé de l'aider en lui sortant la bouteille de vin commandée. Et malheureusement pour elle, elle a sorti la mauvaise bouteille de la cave. Au lieu de prendre un Pichon-Lalande 2001, elle a ouvert un Château Lepin Pomerol 2001, une bouteille rarissime, produite à seulement 6000 exemplaires et listée sur carte à 4500 livres au lieu de 260. Le lendemain, dans la matinée, après s'être rendu compte de son erreur, le restaurant mancunien a posté le message suivant sur son compte Twitter. Aux clients à qui nous avons servi par erreur une bouteille de Château Lepin Pomerol 2001 à 4500 livres hier soir. Nous espérons que vous avez passé une bonne soirée. Et à notre staff qui s'est malencontreusement trompé de bouteille, ne t'en fais pas. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs et on t'aime quand même. Interrogé dans la foulée par les médias, le fondateur du groupe, Will Beckett, expliquera, non sans humour, « C'est une employée modèle et on sait qu'elle est brillante, donc ce n'est pas la peine de lui tomber dessus. Est-ce qu'on va la chambrer ? Là tout de suite non, parce qu'elle est vraiment mortifiée. Mais un peu plus tard, oui, probablement. Au moins, les clients ont aimé la bouteille, puisqu'ils ont voulu en commander une deuxième. » La quatrième et dernière histoire, c'est le récit d'une bêtise. Mais, malheureusement pour l'intéressé, d'une bêtise aux conséquences particulièrement douloureuses. Nous sommes le 8 septembre 2021 en Bourgogne, sur les hauteurs du village d'Allos-Corton, et un promeneur marche avec son chien sur la petite route qui serpente entre les vignes du célèbre Grand Cru du Corton-Charlemagne. À cet endroit, se dresse une belle croix de granit de 3 mètres de haut qui sert de point de repère aux habitants des alentours et offre une vue majestueuse sur la colline de Corton, le coteau de Savigny-les-Beaunes et la montagne de Beaune en arrière-plan. Mais ce matin-là, en arrivant au pied du monument, le promeneur s'arrête interdit. La croix de Charlemagne gît au sol, brisée en 5 ou 6 morceaux. Cette croix venait de la cour des Hospices de Beaune, qui en avait fait don à la maison Louis Latour en 1943 pour l'installer au-dessus de leur parcelle de Corton-Charlemagne. Arrivés sur les lieux peu après, les gendarmes font les premières constatations et découvrent sur place du sang, des sangles ainsi qu'un tapis de sport. Les enquêteurs soupçonnent tout de suite un sportif d'être à l'origine des dégradations et entament alors des recherches dans les magasins de sport de la région, ainsi que les hôpitaux et les centres médicaux.
Le même jour, un homme de 57 ans, citoyen britannique, se présente aux urgences du CHU de Dijon en tenue de sport avec une hémorragie au ventre, et il est immédiatement hospitalisé dans un état jugé grave par les médecins de l'hôpital. L'homme a manifestement subi un choc violent au bas-ventre, qui nécessite une opération immédiate. Et, après l'intervention du chirurgien, il est tiré d'affaire. Mais malheureusement pour lui, il a perdu dans la bataille l'un de ses testicules. Il ne faut pas longtemps aux gendarmes bourguignons pour retrouver le blessé et faire le lien avec les taches de sang trouvées au pied de la croix de Corton. L'homme explique, tout penaud, qu'il était venu faire du sport ici car il trouvait le coin joli et que c'est après avoir fait passer ses sangles autour de la croix pour ses exercices de sport que le monument de pierre lui est tombé dessus. Informé de la situation, la maison Louis Latour déclarera dans les jours suivants: on a déposé une main courante pour avoir l'identité de l'homme, mais il n'y avait aucune volonté de nuire. C'est juste une grosse bêtise. Le 5 mai 2022, la croix restaurée a finalement retrouvé son socle au cœur du Corton Charlemagne, après une petite cérémonie célébrée par Louis-Fabrice Latour de la maison éponyme. Tous les morceaux de la croix n'ont pas pu être sauvés, et on a dû faire appel à un tailleur de pierre local, Luc Moreau, pour refaire les pièces trop abîmées. Heureusement, l'artisan avait de l'expérience en la matière, car croyez-le ou non, il avait déjà restauré la même croix 20 ans plus tôt à cause d'un employé de Louis Latour qu'il avait percuté en faisant une marche arrière. Voilà, j'espère que ces 4 histoires courtes vous ont plu. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Le podcast a dépassé les 10 000 écoutes et je vous remercie chaleureusement pour votre fidélité, en espérant que le format d'aujourd'hui, un peu différent de d'habitude, vous a plu quand même. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de vin.